À vue d'esprit, Catherine Erard. Depuis plus de 25 ans, le bouddhisme intrigue les scientifiques du domaine des neurosciences. Il se passe en effet beaucoup de choses dans le cerveau d'une personne en méditation. Nous le découvrons aujourd'hui dans ce deuxième épisode intitulé « Le corps et l'esprit ». Cette série vous est proposée par Jean-Christophe Emery. La réalisation est signée Jean-François Miseré, une série que nous vous offrons en nouvelle diffusion. Il y a entre le corps biologique et l'esprit des liens étroits. Le domaine des neurosciences nous le montre du point de vue du cerveau. Et c'est notre sujet cette semaine avec vous, Jean-Christophe Emery, une focale aujourd'hui sur le bouddhisme. Oui, on s'est intéressé donc hier à la méditation pleine conscience, qui est une sorte de conséquence non religieuse du bouddhisme appliquée à une logique plutôt thérapeutique. Aujourd'hui, je vous propose alors de découvrir plutôt les liens entre cerveau, méditation et bouddhisme et la tradition, les traditions asiatiques. Deux invités pour en parler. Tout à l'heure, nous ferons le point sur les aspects plutôt scientifiques et médicaux en compagnie du professeur Jacques Besson. Et puis tout de suite, je vous propose d'écouter Claude Velcher, lui-même historien des religions, psychologue et pratiquant du bouddhisme. J'ai commencé par lui demander pourquoi les neurosciences s'intéressaient tellement au bouddhisme. Peut-être que j'interprète cet intérêt en retournant votre question, c'est-à-dire en disant qu'il y a beaucoup d'intérêt des neurosciences pour le bouddhisme. J'ai l'impression qu'au niveau du développement de cette conjonction, ça s'est plutôt passé dans ce sens-là, dans la mesure où ceux qui ont installé cette réflexion, à commencer par les États-Unis, ont d'abord eux-mêmes eu des expériences parfois extrêmement longues de méditation et d'une implication dans une pratique. Il se trouve par ailleurs qu'ils étaient psychiatres. Et à ce titre-là, ils étaient amenés à s'interroger notamment sur la physiologie qui était mobilisée là-dedans, et probablement que l'impulsion a été donnée dans ce sens-là, davantage que dans l'autre. Bien sûr, la boucle se boucle. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que le Dalai Lama, par exemple, manifestait un grand intérêt pour ces disciplines, et il était de loin pas le seul. Énormément. Il faut juste savoir qu'il a rencontré Goleman, à qui on doit le concept d'intelligence émotionnelle, et c'est Goleman qui s'est proposé de lui amener des éclairages là-dessus, spontanément, suite à un concours de circonstances à Dharamsala. Le Dalai Lama s'est empressé d'accepter ça, et ça a fini par donner naissance au fameux Mind and Life Institute, dont on connaît les recherches récente et qui est une institution extrêmement active et très bien dotée. Pourquoi cette conjonction avec le bouddhisme en particulier ? Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais pourquoi celle-là en particulier ? Oui, c'est intéressant de dire qu'il y en a eu d'autres. C'est ancien, cette interaction, elle est un peu oubliée. On pense au texte de Roger Paul Droit qui s'appelle L'oubli de l'Inde, où il montre en fait cette prégnance, mais un peu tacite, des traditions indiennes dans la pensée occidentale. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qui fait la rencontre entre des sciences dures et une pratique de type traditionnel ? Je me suis beaucoup posé la question. La meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est celle-ci. J'ai l'impression que les sciences telles qu'on les connaît en Occident et la pratique bouddhiste procèdent tous les deux à partir de l'empirisme, c'est-à-dire à partir de l'expérience. Le bouddhisme est une tradition peu doctrinaire au sens de dogmatique. On essaye les choses et on relève si ça marche ou si ça marche pas. D'ailleurs, l'idée, c'est jamais croyez ce que je vous dis, c'est faites l'expérience de ce que je vous dis et jugez ensuite de la pertinence de mon propos. On a cette fameuse phrase qu'on attribue au Bouddha, dire doutez de tout, surtout de ce que je vous raconte. Donc expérimentez-le et si d'aventure l'expérience que je vous relate coïncide et fait du sens dans la vôtre, adoptez-la. Et il me semble que les sciences expérimentales procèdent finalement de la même manière, c'est-à-dire en essayant et en cherchant des traductions concrètes, des hypothèses éventuelles qu'elle aurait émises. Comment est-ce que l'imagerie médicale, qui a quand même pu mettre en relief un certain nombre de choses par rapport notamment à la méditation des moines bouddhistes, est-ce que ça a eu un impact et lequel auprès de ces pratiquants ? J'ai pas l'impression que ça ait un impact monumental, si ce n'est qu'on accorde à la science quand même cette autonomie de faire des découvertes spécifiques et beaucoup de praticiens diront ensuite si la science découvre des choses et qu'il faille aménager la doctrine selon laquelle on travaille et on essaie d'entraîner notre esprit, alors l'aménagement devrait être fait. C'est plutôt comme ça. Pour le reste, c'est un regard anecdotique, parfois amusé, parfois on ne comprend pas pourquoi les scientifiques mettent tant d'efforts à déplacer des équipements au fin fond de l'Himalaya, parce que les méditants refusent de venir se livrer aux expériences en laboratoire. Mais c'est toujours intéressant
de voir que ce qu'on fait trouve une traduction, d'abord dans une autre tradition, et avec une rigueur scientifique qu'on estime et à laquelle on accorde du prix. Claude Velcher, vous-même, vous pratiquez la méditation. Est-ce que, d'un point de vue subjectif, par rapport à votre expérience de découverte de la méditation, vous pouvez dire que ça a changé des mécaniques, des mécanismes, des réflexes, ou peut-être des pratiques, outre le fait de consacrer du temps à ça? On a ces recherches qui témoignent aussi d'évolution du cerveau. D'un point de vue subjectif, vous n'avez peut-être pas pratiqué l'imagerie sur vous-même, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? La première chose qu'on va dire, c'est qu'on ne fait pas la méditation pour obtenir un résultat. C'est la première posture. L'idée de ni crainte ni espérance. On va répéter une pratique parfois élémentaire qui consiste simplement à prêter attention à de la respiration, à une sensation, aux pensées qui peuvent s'élever dans l'esprit. Mais si à la fin de la session, on veut mesurer le progrès, on risque d'avoir des déceptions et très rapidement de renoncer avec des formulations qui m'est arrivé d'entendre. J'ai fait du bouddhisme, ça ne marche pas. Il me semble que c'est pas une posture qui est sur le long terme particulièrement féconde. En revanche, il va de soi qu'à un moment donné, on réalise qu'il s'est passé quelque chose, mais un peu a posteriori. Une situation de stress, un embouteillage, alors qu'on est en retard. On dit, là, normalement, selon ma mémoire, j'aurais dû en vouloir à l'automobiliste qui est devant moi. Et de manière très surprenante, ça se produit pas. Mais j'ai pas réalisé quoi que ce soit avant le fait que dire, normalement, je me rappelle de cette situation, et je me rappelle des réactions que j'ai habituellement dans cette situation, et j'observe, après coup, qu'elles ne se sont pas produites. Donc on postule quand même un certain nombre de changements. Pour le reste, c'est beaucoup plus fin. C'est dans les interactions, c'est dans les choses qui se dénouent alors qu'on ne pensait pas. La facilité de rencontre, parce qu'on n'a plus d'attente particulière de l'autre et qu'on est plus enclin à accueillir ce qu'il nous dit sans lui assigner tacitement une espèce de mandat de comportement ou de prise de position ou quelque chose de ce genre-là. Vous me disiez, quand on a parlé de cet entretien, qu'il y a eu beaucoup de similitudes entre les déclarations des scientifiques à propos du cerveau et puis les déclarations des moines ou des religieux ou des pratiquants du bouddhisme, à l'exception d'une chose, c'est l'idée de l'esprit. Alors, ils se rencontrent sur un nombre considérable de points. À mon sens, pour pas opérer une conjonction qui soit violente entre les traditions parce qu'on aimerait que ça se recouvre absolument, il faut quand même reconnaître ceci. Et quand on lit les entretiens du Dalai Lama avec les scientifiques, on remarque effectivement que sur ce point, on ne parvient pas à trouver le consensus, mais on le cherche même pas. On constate la divergence, à savoir que pour les neurosciences, à l'exception de certains courants qui vont dire autre chose, le courant majoritaire considère que l'esprit est une propriété émergente du cerveau, à savoir de la matière. Si on meurt, il n'y a plus d'esprit. Il faut un cerveau pour produire de l'esprit. Or, si vous avez un principe de continuum mental ou de réincarnation, et que l'esprit disparaît intégralement au moment de la mort de la personne, il y a quelque chose qui cloche avec la doctrine, c'est évident. Ouais. Donc là-dessus, il y a quelque chose de dissonant entre les deux manières de voir. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Ça modifie pas véritablement la pratique quotidienne. Est-ce que par rapport à d'autres approches religieuses, l'imagerie cérébrale a quand même s'est intéressée à tout un panel d'expériences différentes, très différentes les unes des autres. J'imagine que quand il y a un moine en méditation, ça ne produit pas, ça n'active pas les mêmes zones du cerveau que lorsque on est dans une hallucination, par exemple, où c'est d'autres aires, des aires plus visuelles qui sont activées, ou quand on est dans un sentiment de décorporation, ou de sortir de son corps, ou dans l'idée qu'il y a une présence inexplicable alors qu'on est tout seul, etc. Donc il y a une grande palette d'expériences à disposition. Au fond, le bouddhisme s'intéresse à un seul type d'expérience religieuse, ou est-ce qu'il y a d'autres expériences religieuses qui forment la palette de ce qu'on peut éprouver quand on est en méditation ? On va répondre déjà sur la notion de visualisation. Dans le bouddhisme tibétain, on se sert de visualisation mentale pour développer un certain nombre de caractéristiques en fonction de la déité qu'on emploie pour méditer. Bien savoir que ces déités ne sont pas considérées comme existant réellement, sont juste des leviers d'entraînement de l'esprit. Donc il n'y a pas d'adoration qui leur est vouée. Et quand on révère le Bouddha, en fait c'est la bouddhéité de soi.
dont il est question et pas l'instance particulière qui aurait un statut de divinité. Donc il y a des éléments visuels. La dimension hallucinatoire, on tend à l'écarter comme étant plutôt un obstacle au travail de l'esprit plutôt qu'une résultante. Pour le reste, il y a globalement 3 types d'expériences méditatives que les Tibétains appellent Gomta. La première étant une sensation, une expérience de vacuité, la seconde de félicité et la non-pensée. Donc ça, c'est 3 types d'expériences méditatives, mais chaque fois qu'elles sont décrites, le commentateur ou l'auteur des textes prend la précaution insistante de dire attention, ce ne sont que des expériences. Elles attestent qu'un processus est engagé et qu'il se passe des choses, mais c'est rien d'autre que des surgissements qui attestent du processus. C'est pas le processus lui-même et c'est pas ce qu'on cherche. Donc si on médite pour obtenir une expérience de félicité, on l'obtiendra sûrement avec le piège qu'on s'y attache et qu'on cherche à la reproduire et qu'on entre naturellement dans ce fameux circuit dont précisément on tente de sortir. Vous, par exemple, quel regard vous portez sur les recherches en imagerie médicale qui s'intéressent justement aux méditations bouddhistes? Est-ce que vous avez peur d'une sorte d'instrumentalisation à des fins précisément utilitaristes? C'est pas s'il faut en avoir peur, elles ont lieu. C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Ni bien ni mal. Si les gens vivent mieux avec ça et que leur qualité de vie augmente, on peut quand même pas le regretter. En revanche, le fait qu'on l'utilise dans les entreprises pour rendre les vendeurs plus performants et les employés plus productifs, ça laisse un peu pantois. Ça devient véritablement une technique à ce moment-là. Et la question du sens, qui est quand même véhiculée par ces traditions dans leur expression première, elle est complètement escamotée et il est laissé ensuite à l'appréciation de chacun de construire, de donner un sens à sa vie en dehors de ce modèle-là. Mais ça rend pas ces pratiques indignes, mais elles sont sujettes quand même à des saisies qui sont celles de notre société. Et à ce moment-là, on se demande pas si au bout du compte, on va de nouveau atteindre un point de rupture qui a simplement été poussé un peu plus loin avant que le sujet s'effondre à nouveau parce qu'il a été surstimulé ou surexploité. Donc si la réduction du stress devient un facteur de stress plus tardif, bien sûr, ça ne résout rien. On est quand même sur quelque chose de paradoxal. Cela dit, dans un usage quotidien, ce qu'on observe sur les fameuses 8 semaines, c'est un module de 2 mois qui est mis en place par Jon Kabat-Zinn, qui suppose des regroupements réguliers, mensuels, hebdomadaires, et 1 heure de pratique chez soi. Il y a quand même un gain chez ces personnes en matière de confort, tout ce qui est lié en fait aux maladies du stress, qui est considérable. On ne va pas regretter une non-appartenance à une tradition. Il faut se réjouir de ça. Les recherches se sont particulièrement intéressées au bouddhisme. Est-ce que ça tendrait à montrer que la pratique du bouddhisme a, une plus grande capacité de mobiliser le cerveau ou d'avoir une influence de type bénéfique, même si c'est pas une fin première, que d'autres traditions religieuses? Il faut dire que c'est la pratique de la méditation qui aurait cette influence, pratique de la méditation, pas la pratique du bouddhisme. Et en ce sens, la pratique méditative n'est pas une pratique spécifiquement bouddhiste. On la trouve dans une multiplicité de traditions religieuses. Maintenant, si on s'intéresse davantage au bouddhisme, c'est sans doute qu'elle est pratiquée plus intensément en ce moment, dans cette tradition, que dans d'autres. C'est peut-être là le point de divergence. Mais toutes les traditions, qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes, ont à un moment donné développé des techniques dont les constatations et certaines expressions pratiques sont comparables. J'ai cependant l'impression que si on s'approche des grands textes du bouddhisme qui conduisent en fait le méditant à travers des étapes successives, on atteint un degré de détail, de spécificité, de soin, d'attention. On est capable de décrire n'importe quelle inflexion de l'esprit à n'importe quel moment et on est en mesure de dire vous vous trouvez là, dans la marche graduelle que vous êtes en train de vous efforcer de mener. Ça, je ne l'ai pas vu ailleurs, mais c'est peut-être mon ignorance.
Claude Velcher, historien des religions et psychologue à votre micro, Jean-Christophe Emery. Alors, il est vrai, on le sait, que le Dalai Lama s'intéresse de près aux neurosciences et d'ailleurs, il rencontre volontiers des scientifiques. Oui, elle le fera tout prochainement puisqu'au mois d'avril, il sera ici même à Lausanne et il va rencontrer notre prochain invité. Il est également à l'origine d'un institut de recherche lié au cerveau, ça on le sait moins. Oui, alors c'est le Mind and Life Institute qui est basé aux États-Unis, qui est depuis 25 ans en fait un des fruits du dialogue entre des moines bouddhistes et l'intérêt de certains moines bouddhistes pour les neurosciences. Beaucoup de conférences, beaucoup de, qu'est-ce qu'il faut dire, de stimulation de cette recherche et de ces recherches, puisqu'il y a tout un tas de recherches qui se font là autour. Et donc c'est un des points, disons, un des centres autour duquel gravite cet intérêt entre les neurosciences et le bouddhisme. On va s'intéresser maintenant aux effets physiologiques de la méditation. Oui, et pour ce faire, je vous propose les explications de Jacques Besson, qui est donc chef de service de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du CHUV, ici à Lausanne. Lui, sa spécialité, c'est les addictions, les dépendances, mais depuis très très longtemps, il suit de près ses recherches concernant le développement de la neurothéologie, des neurosciences, bien sûr. Et je lui ai demandé de nous décrire d'abord les effets de la méditation sur l'organisme. Dans la méditation, on mobilise des circuits dans plusieurs régions du cerveau qui ont à voir avec la régulation neurovégétative, qui ont à voir avec l'irritabilité ou l'excitabilité, si vous voulez, du cerveau, et aussi sur, dans le fond, la représentation du corps. Et dans le fond, la méditation est un peu une spiritualité du corps, d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'intérêt pour la méditation déjà depuis une dizaine d'années, déjà depuis les premiers travaux de neurothéologie, puisqu'on a commencé avec des moines tibétains. Et aujourd'hui, la mindfulness, ou méditation en pleine conscience, est une technique reconnue comme efficace dans beaucoup d'indications en psychiatrie. C'est reconnu et utilisé en psychiatrie. Par exemple, pour le traitement des troubles anxieux ou de certaines dépressions, mais aussi dans les addictions. Et dans mon service, nous avons un groupe de mindfulness pour la prévention de la rechute dans les addictions et les patients sont très satisfaits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la méditation et que vous êtes entraîné à le faire, vous allez avoir une amélioration de votre électrocéphalogramme. Déjà, ça, c'est quand même assez intéressant. Vous aurez des ondes beaucoup plus calmes, disons, plus reposantes, si vous voulez. C'est déjà une première chose. Et puis, ça active des régions de l'écorce cérébrale, notamment le cortex préfrontal dorsolatéral. Vous voyez, c'est précis, où ça nous aide à nous concentrer sur nous-mêmes pour préparer l'exécution de décisions et améliorer notre attention sur le monde, et notamment sur le monde interne. Ça apaise l'anxiété à travers la stimulation dans le cortex singulaire antérieur. Donc on a vraiment des détails maintenant sur ce que ça fait, et plus en profondeur dans le cerveau, ça active l'insula, et l'insula est un noyau sous la surface des écorces cérébrales qui est responsable de l'interoception, c'est-à-dire dans le fond du gut feeling, comme disent les Américains, donc le sentiment viscéral, si vous voulez. Tout cela va donner de l'information émotionnelle à travers l'hippocampe et diminuer l'activité anxieuse de l'amygdale. Ça va augmenter l'activité du cortex préfrontal et améliorer des affects qui vont être beaucoup plus positifs et qui vont même améliorer la fonction immunitaire et diminuer la réactivité au stress. Voilà une petite synthèse, monsieur, de toutes les questions que nous avons pu étudier toutes ces dernières années en neurosciences et en psychiatrie. Ça passe aussi par une régulation neuro-hormonale. On sait par exemple que ça régule la sécrétion du cortisol, qui est une hormone du stress. Donc la méditation est une technique ancestrale que nous redécouvrons en Occident et dont nous pouvons montrer l'efficacité médicale grâce aux neurosciences. Vous me disiez aussi ce qui est intéressant avec l'approche de la méditation, précisément, c'est qu'on passe par le corps et on n'est pas d'abord par le langage tel qu'on classiquement l'envisage dans la psychothérapie ou dans la psychanalyse. Oui, et c'est un élément très important parce qu'il y a beaucoup de pathologies dans lesquelles, dans le fond, le langage ne permet pas d'accéder. On peut évoquer, par exemple, les états de stress post-traumatique. Voyez-vous, quand quelqu'un a vu la mort en face, c'est
une espèce de déchirure dans sa vie psychique et souvent c'est très pénible d'en parler, d'y retourner consciemment, etc. Et dans l'état de stress post-traumatique, il y a beaucoup d'effets somatiques. Les gens sont crispés, ils ont des sursauts, ils sont déprimés, ils ont des douleurs et ils sont taciturnes, ils n'aiment pas parler. D'ailleurs, ça va être très difficile d'avoir une relation verbale avec des patients comme ça. D'où l'intérêt de la psychiatrie moderne de s'intéresser à tout ce qui est, dans le fond, non-verbal. Alors, il y avait bien sûr historiquement l'hypnose, qui est dans le fond l'ancêtre de ces techniques en Occident. Maintenant, on a le bébé de l'hypnose, la technique qui vient après, c'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, c'est une nouvelle psychothérapie qui accède précisément à tout ce qui a été automatisé. Disons, c'est une technique qui ne nécessite pas forcément qu'on parle du trauma, mais on va, à travers des mouvements automatiques, un peu comme dans l'hypnose, accéder à du matériel qui autrement ne serait pas accessible. Donc, la méditation fait partie de ces techniques qui permettent d'aborder le patient de manière non intellectuelle, non rationnelle et non cognitive, et qui passent, dans le fond, par des centres, on dit inférieurs, mais ils n'ont rien d'inférieur, c'est très important, la vie émotionnelle et la vie affective. Mais disons, ce sont des centres qui ne sont pas verbalisés et qui permettent d'accéder au vécu du patient sans qu'on ait besoin de faire 15 000 explications. Juste peut-être que c'est utile de préciser qu'est-ce qu'on entend exactement par méditation, parce qu'il y a évidemment plein de formes de méditation différentes les unes des autres. Oui, alors bon, la technique dite de mindfulness est assez bien maintenant standardisée en Occident. Donc effectivement, il s'agit surtout de se concentrer sur une seule chose et de regarder passer ses pensées. Enfin, neuroscientifiquement, les gens pensent que ça active ce qu'on appelle le default system. C'est dans le fond le cerveau qui tourne sans qu'on l'oblige à penser. Et ça permet dans le fond au cerveau une espèce d'activité de repos, si vous voulez, en se concentrant sur une seule chose, par exemple un grain de raisin. Donc c'est assez facile à faire et ça permet aussi dans des séances qui ne sont pas forcément longues de récupérer. Par exemple, des toxicomanes peuvent, avec une séance de mindfulness, se reconstituer et diminuer l'envie de consommer des drogues. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la pratique à long terme de la méditation ? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que les débutants sont beaucoup moins bons que les expérimentés. Alors ça, c'est une recherche magnifique. Ça fait une dizaine d'années que les neuroscientifiques montrent que le cerveau n'est pas du tout une machine câblée une fois pour toutes et que le cerveau est une machine vivante qui s'autoprogramme, qui se modifie. On parle de plasticité neuronale. Et plus vous passez par un chemin dans le cerveau, plus ce chemin se renforce. Et dans le fond, vous allez prendre des habitudes. Alors, ça peut être une mauvaise habitude quand c'est les drogues, par exemple, mais ça peut être une bonne habitude quand c'est la méditation. On pourrait dire jusqu'à un certain point que l'homme est ce qu'il fait. Et à force de faire des choix, on devient la personne des choix qu'on a faits. En ce qui concerne la méditation, plus vous méditez, plus vous êtes capable de méditer. Et donc, plus ça renforce aussi les mécanismes de type neuroscientifique qu'on observe et qui se renforcent en fait, qui se solidifient. Exact. On pourrait même dire qu'il y a des champions de la méditation. Si vous allez chez des grands spirituels, par exemple les grands yogis, qui arrivent à aller jusqu'à maîtriser la température corporelle, la fréquence cardiaque, etc. Des choses que l'occidental moyen ne peut pas rêver d'obtenir. Peut-être une dernière question avec vous, Jacques Besson. Qu'est-ce que vous, toutes ces recherches sur le cerveau, ça vous dit sur l'être humain et sur ses croyances et sur ses convictions spirituelles ou religieuses ? Moi, je trouve que la science permet l'émerveillement. Le rôle de la science, c'est de nous émerveiller devant l'univers et la création. Et que dans le fond, de voir la complexité de l'appareil psychique, de son support cérébral, mais aussi de la culture et de tout ce que les hommes ont construit ensemble sur la question de l'esprit, c'est absolument magnifique. Alors bien sûr, ça donne une nuance spirituelle, forcément, mais vous pouvez être spirituel scientifiquement, vous pouvez être spirituel religieusement. Je crois surtout qu'il faut garder sa capacité d'émerveillement.
Le professeur Jacques Besson, chef du service de psychiatrie communautaire au CHUV, la méditation n'est évidemment pas la seule expérience de type religieux à laquelle vous vous êtes intéressé, Jean-Christophe Emery. Bah oui, il y a tout un tas d'expériences religieuses. On peut citer évidemment la méditation, c'était le cas hier et aujourd'hui, mais le sentiment de flotter dans un grand tout, de se fondre dans une sorte d'univers d'amour, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une extase, une vision, un sentiment de sortir de son corps. Donc il y a une palette d'expériences religieuses qui sont certainement, qui activent des zones du cerveau différentes et qui ne sont pas réductibles comme ça à un seul mécanisme. On poursuit donc demain cette recherche, cette exploration, toujours avec Jacques Besson. Alors par petites touches, on va parler justement de ces différentes expériences, comment dans le temps des chercheurs se sont intéressés depuis 30 ans maintenant à essayer de comprendre les mécaniques du cerveau, et donc on va dérouler le fil historique en compagnie de Jacques Besson. Merci, on se retrouve demain à 16h30 et puis n'hésitez pas si vous le souhaitez à nous contacter via notre page internet rts.ch/esprit. Suite demain de cette série à vue d'esprit intitulée Les neurones de la spiritualité, une série de Jean-Christophe Emery. À vue d'esprit, une production RTS Religion en partenariat avec le Centre catholique de radio et télévision, le CCRT et Mediapro. Après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2. Il est 17h.